Bonjour, bienvenue à tous. Je suis Bénédicte Tassard, je suis journaliste à RTL, spécialiste des questions européennes. Et je suis donc particulièrement ravie de vous accueillir pour cette table ronde des rencontres économiques d'Aix. Rencontres économiques d'Aix que vous pouvez suivre, on vous le rappelle, sur Internet. Rencontres économiques ou Cercle des économistes sur YouTube, sur RTL aussi, le lien y est. Vous pouvez nous suivre. Je rappelle à l'assistance qui nous suit en public, en physique, je veux dire, de mettre le masque. Je suis désolée, mais il faut continuer à mettre le masque. N'est-il pas trop tard face à la Chine? N'est-il pas trop tard face aux Américains? Quels sont nos atouts? La course technologique a-t-elle changé de nature? Pour en parler, nous serons donc en visio d'abord avec Ulf Persson. Bonjour, je ne sais pas si vous nous voyez, Ulf Persson. Vous êtes le vice-président en charge des télécoms, de la politique commerciale et de la régulation chez Ericsson. Bonjour à vous. Ericsson, fournisseur suédois de réseaux télécoms. Dans la salle, nous serons donc avec Jacques Achanoura. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, PDG de l'équipementier automobile Valeo. Cyril Garcia, bonjour. Bonjour. Cyril Garcia, de la direction de Capgemini, spécialiste de la transformation numérique des entreprises. Stéphane Israël, bonjour. Bonjour. Président exécutif d'Ariane Espace. Et puis Anne-Marie Engloff Larsen, ambassadrice de la tech pour le Danemark. Bonjour. Bonjour. D'abord Lionel Fontanier du Cercle des économistes. Je vous laisse poser le débat si vous voulez bien. Merci, donc bonjour à toutes et tous. L'Europe est-elle toujours dans la course technologique? Vous êtes impatient de connaître la réponse. Évidemment, je ne vais pas vous la donner. Je vais laisser les panélistes en débattre. Simplement un élément de contexte peut-être pour commencer. C'est cette course technologique entre les États-Unis et la Chine qui s'est exacerbée. Vous pensez bien sûr à la guerre commerciale depuis 2018 qui a visé essentiellement les chaînes de valeur et qui s'est élargie, ce n'était pas juste des droits de douane, qui s'est élargi aux entreprises technologiques, la téléphonie, et je pense que l'administration Biden ne changera rien à cela. Donc il y a des effets de bord d'une certaine façon pour l'Union européenne en raison de l'extraterritorialité et des restrictions américaines, et l'Union européenne a redécouvert sa dépendance, ou découvert sa dépendance, d'une part à la technologie américaine et d'autre part au marché chinois. Donc quand vous êtes au milieu de cette dépendance, ça devient évidemment très compliqué. Alors je pense qu'on va pouvoir répondre à 5 questions en réalité. Une première sur l'objectif, une deuxième sur la méthode, ensuite sur les moyens, sur le paradigme et peut-être sur la géostratégie si nous avons le temps. Alors pour les reprendre en 2 mots, sur les objectifs, la question c'est maîtriser quelle technologie au fond. Alors on a les biotech, on a l'usine connectée, les smart cities, les véhicules électriques, l'espace. Ça fait beaucoup, et c'est peut-être une liste déjà bien trop longue par rapport à nos moyens limités. Et en même temps, on doit entretenir l'avance là où on a encore un petit peu de l'avance. Je pense à l'aéronautique et l'espace. Stéphane Israël pourra en dire un mot. Alors, au niveau de la méthode, bien sûr, on ne va pas répéter ce qu'on dit toujours, c'est-à-dire il faut une collaboration entre les universités, les entreprises, etc. Le point qui est important, c'est quel est le rôle qu'on donne à l'État, quel est le rôle qu'on donne aux subsides publics dans cette course avec notamment la Chine qui, à travers ses entreprises d'État et bien d'autres moyens, ne concurrence pas forcément les Européens ou les Américains de la même façon. Alors au niveau des moyens, c'est toute la question du financement. Au niveau du paradigme, c'est la question de la politique de la concurrence. Politique de la concurrence, ça peut aller contre la politique industrielle ou ça peut aller avec. Et il y a une question qui me taraude, moi, en tant qu'économiste, c'est si Google était italien ou allemand, est-ce que les Européens auraient envie de démanteler Google? Donc c'est une bonne question qu'il faut se poser, c'est une question par rapport au paradigme concurrentiel. Et puis en termes de géostratégie, et ça je crois qu'on va en parler beaucoup dans ce panel, quels sont nos partenaires naturels? À quelle échelle doit-on travailler? Est-ce qu'on doit travailler uniquement à l'échelle européenne? Est-ce qu'on doit travailler avec nos amis américains en dépit des petits soucis qui nous ont créés sur les questions technologiques récemment? Est-ce qu'on doit travailler avec nos amis chinois? Est-ce qu'on doit travailler avec nos amis indiens? Donc il va bien falloir se décider à prioriser un certain nombre de partenariats. Et évidemment, compte tenu de la dépendance à la technologie américaine et au marché chinois que j'évoquais tout à l'heure, ça va être très très compliqué, mais nos panélistes vont nous donner la solution. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Je rappelle pour ceux qui nous suivent sur Internet qu'ils peuvent poser leurs questions. On les attend à la fin de l'intervention de chacun. On aura un petit moment pour échanger tous ensemble. Donc posez vos questions sur le site. Merci beaucoup. Jacques Aschenbroich de Valeo, en préparant un peu ce débat, vous avez dit que vous seriez cash. Donc on vous attend. Je crois que je suis toujours cash. Dans le titre, il y a 3 mots. Il y a l'Europe, dans la course, et la technologie. Alors je vais les prendre dans l'ordre différent. Je vais commencer par la course. C'est une véritable course. Il y a des évolutions technologiques aujourd'hui telles qu'on les a jamais vues dans le passé. Dans mon métier, vers l'électrification, la connectivité, l'assistance à la conduite ou la voiture autonome. Mais dans la biologie, on a vu avec la lutte contre le Covid, l'ARN messager. Dans l'espace, Stéphane en parlera. Dans les puces électroniques, il y a évidemment des évolutions absolument extraordinaires. Donc, il y a une accélération du temps qui est absolument extraordinaire. Après, la technologie. J'ai toujours du mal à focaliser uniquement sur la technologie. Évidemment, elle est importante. On a investi, nous, dans ces quelques dernières années, 10 milliards pour développer toutes les technologies qui sont liées à l'électrification. On a investi probablement 5 milliards dans tout ce qui est lié à l'assistance à la conduite, ce qu'on appelle l'ADAS. Donc on a investi énormément dans les technologies, mais aussi tous les usages. Je suis toujours surpris que quand on parle de technologie, on oublie le luxe. Le luxe est incroyable, mais ce sont des usages. Et finalement, si vous regardez le nombre de brevets déposés par Amazon, c'est extrêmement limité. C'est un usage. Donc il faut regarder les technologies, bien sûr, il faut qu'on soit dans la course, pour reprendre le terme, de la technologie, mais aussi il faut qu'on sache faire les usages. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui me paraît absolument incroyable. Et en tout cas, et je pense que ça n'a rien à voir avec le Covid, c'est aussi l'accélération de toute ce qu'on a appelé la French Tech, ou toutes les licornes en Europe, tout l'argent qui est mis dans des startups. L'année dernière, c'est 45 milliards qui étaient investis dans des startups en Europe. C'est un tiers de ce qui a été investi aux États-Unis et la moitié de ce qui a été investi en Chine. Et ça, c'est extrêmement nouveau. C'est une source d'espoir absolument, absolument considérable. Alors l'Europe, moi je trouve qu'elle est... alors c'est là où je vais être un peu cash. Elle est pas dans la course en termes d'aide. Quand on regarde le DARPA aux États-Unis, ce sont des milliards qu'ils mettent sur la table. Je ne crois pas qu'on ait eu un centime de l'Europe. C'est tellement complexe. Et il y a une notion qui me paraît, dans nos métiers, peut-être dans d'autres, extrêmement dangereuse. Ce sont les écosystèmes. Me demander de travailler avec mes pires concurrents que sont Bosch, Continental, etc., c'est absurde. C'est absurde. Je ne travaillerai jamais avec eux. On est des concurrents sur tous les appels d'offres, on est des concurrents dans les technologies. Donc si on conditionne l'intervention de l'Europe à la création d'écosystèmes c'est-à-dire par exemple absurdes, l'Europe des batteries, tout ça, non? Mais ce n'est pas une Europe des batteries. Il y a eu des subventions sur un certain nombre de projets, que ce soit les projets avec Total ou Saft, que ce soit les projets avec Envision, que ce soit les levées de fonds et les subventions sur les projets avec Northvolt. Il y a des entreprises qui ont fait des projets, mais il n'y a pas d'écosystème de la batterie. Par contre, il y a eu l'acceptation par Bruxelles de subventionner des projets, mais qui sont des projets d'entreprise. Je rêverais qu'on ait les mêmes subventions sur nos projets et tous les investissements qu'on a fait, à la fois en termes de R&D et en termes d'investissement dans les usines qu'on a fait. Merci beaucoup. Anne-Marie Engtoff-Larsen, est-ce que vous croyez en une Silicon Valley européenne? Thank you so much for the invitation. Merci de m'avoir invité. Il y a de la technologie partout, j'en ai dans les oreilles, dans les mains. Ma question, est-ce que je crois en une Silicon Valley européenne? Je crois que la réelle question, c'est où est-elle? Et c'est passionnant d'entendre ces messieurs parler aujourd'hui. La technologie européenne est présente dans notre vie, partout, dans nos industries, mais elle n'est pas qu'économique et innovation. Elle devient de plus en plus géopolitique. C'est la raison pour laquelle, quand on parle de savoir si l'Europe est encore dans la course technologique, ce n'est pas une question de savoir qui produit quel service ou quel produit, c'est qui prend la tête dans la course géopolitique.
qui envisage les choses d'un point de vue stratégique. Et cela, ça nous mène à où sera l'Europe à l'avenir? Comment serons-nous autodéterminés? Serons-nous forts dans une Europe indépendante? Et cela, c'est encore une question dans l'interaction avec le reste du monde. Si on regarde le côté challenge, l'Europe doit faire mieux, elle doit faire davantage pour être dans la course de la concurrence et mieux qu'aujourd'hui. On n'est pas, quand on regarde ce qui a été écrit sur la décennie numérique, on souligne ces problèmes. Alors, on est encore assez loin de la Silicon Valley européenne. On n'a pas assez d'experts en TCI. On n'a même pas 9 millions. Il va nous manquer au moins 9 millions de spécialistes en TIC. Et ce n'est pas une question de mois et d'années. Il faut penser à long terme à la manière dont on va pouvoir construire des écosystèmes solides. Et bien trop souvent, je rencontre des start-up européennes fantastiques qui finissent à la Silicon Valley, là où je vis. Alors, on est bon pour créer des start-up en Europe, mais on n'est pas bon quand il s'agit de les augmenter et de créer ces sociétés technologiques qui vont fonctionner sur le long terme. Beaucoup a déjà été fait au plan politique, mais ce n'est pas qu'une question d'autorité politique et de capital et de Bruxelles pour prendre ces décisions. Il faut travailler avec l'industrie, avec les start-up. Et on a peut-être perdu pour le premier round pour le business au consumer, le B2C. On peut encore gagner pour la suite. Et je voudrais ajouter une chose. S'il y a une grande occasion pour l'Europe, pas seulement pour renforcer ses marchés internes, mais il y a vraiment la possibilité de renforcer sa position dans le monde. À l'heure actuelle, la rivalité Est-Ouest, où l'Europe n'est peut-être pas oubliée, mais elle est coincée au milieu, cela signifie que nous devons être plus forts et aussi que nous devons faire partie de ceux qui vont fixer les normes dans cette rivalité. Il faut que nous construisions les valeurs européennes. Et il y a aussi la gouvernance. Il s'agit de développer un marché émergent qui apportera une occasion à l'Europe de se numériser correctement. Et enfin, pour ce qui est du résultat, est-ce que nous sommes assez compétitifs pour prendre la tête dans la course? On est peut-être un peu en arrière, mais l'histoire nous rappelle que l'Europe a tout ce qu'il faut. Nous avons inventé, été à l'origine de la première révolution industrielle. Par exemple, les premiers métiers à tisser qui ont amené la première révolution industrielle. On a aussi eu des politiques laborales qui ont permis de faire cesser le travail des enfants dans le cadre de cette révolution. Tout cela est venu de l'Europe. C'est en Europe qu'un homme a pu réinventer autre chose que le cheval pour inventer les voitures. Donc tout cela est une question de travailler là-dessus. Merci. Perdu. Alors vous êtes quand même un petit peu optimiste. Cyril Garcia, est-ce que vous pensez qu'il y a trop de choses à... Enfin, moi, en vous écoutant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de combats à mener. Arriverons-nous à tout faire en même temps? Il y a des combats à gagner surtout. Oui. Il y a des combats perdus. Donc on a beaucoup débattu ici au cours des dernières années sur les combats perdus. Et pour gagner des combats, il faut avoir des objectifs politiques. Alors, ça, c'est notre conviction chez Capgemini. Il faut avoir des objectifs politiques, mener des combats sociétaux qui rassemblent. Le premier, c'est l'environnement, la transition énergétique. Donc ça, c'est le combat vital. Et il se trouve qu'en Europe, il y a un gros potentiel. Il y a des brevets, il y a des initiatives. On a fait une étude récemment pour, je suis désolé, le fonds Gates sur les 55 technologies qui vont permettre à l'Europe d'atteindre ses objectifs de net zéro en 2050. Dans des grands domaines sectoriels, le bâtiment, les transports, l'énergie. Donc le potentiel est là. Je vous disais, il y a des brevets, il y a des besoins de financement. Ce qui est intéressant, c'est que la jonction entre ces sujets technologiques et les partis politiques se fait. Donc il y a un certain nombre de partis européens qui se sont emparés de ce papier et de cette étude pour définir leur feuille de route.
Le deuxième gros combat, c'est tout ce qui est possible et rendu possible par la 5G, et c'est ce sujet du edge computing, donc toute cette technologie qui permet de se rapprocher de l'usager, des usages, et qui va permettre à l'auto connecté, l'avion de combat, le bloc à l'hôpital, d'être plus efficace, plus sûr, on parle d'infrastructures déportées, plus sûr et aussi plus efficace en termes d'empreinte carbone, notamment là, pour est-ce qu'on est à l'heure? Est-ce qu'on Alors, est en retard? ce que disait Jacques est très vrai, c'est que c'est une course. Donc on ne va pas dire on a gagné, on n'a pas perdu. Voilà. Mais simplement, sur ces sujets-là, ce qui est important, et ça c'est peut-être un point de débat, c'est que l'Europe a trois piliers forts, Thierry Breton, Madame Versteeg et la commissaire à l'innovation et à la recherche, qui ont un scope cohérent. Parfois, il y a des overlaps. Alors, comme dirait Jean-Hervé Lorenzi, il y a des overlaps révélateurs. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une dynamique et il y a des outils, il y a des boîtes à outils, il y a des ambitions et il y a de l'argent. Alors, moins qu'en Chine, moins qu'aux États-Unis, mais la dynamique est là. Et le point, pour moi, central, et on l'a un peu trop passé sous silence, c'est quand même qu'il y a des grands leaders technologiques européens qui supportent ça. Et ils ont changé. Alors, ils n'ont pas tous intégré les logiques d'alliance. Nous, on a un business où, par nature, on est quand même très tourné vers un mot cher à Karim, la coopétition. Donc, ces alliances vont permettre de fédérer les meilleurs. Et tous ces acteurs, Ericsson va venir dans quelques minutes, Bosch, désolé Jacques de citer, Orange, Capgemini, sont en train de regarder, préempter, financer des domaines, la batterie, l'hydrogène, l'intelligence artificielle. Alors, c'est vrai que les commissaires européens promeuvent cette logique d'alliance. Nous, on pense qu'elle est vertueuse, mais elle ne doit pas se faire uniquement entre boîtes qui ont plus de 30 milliards de capitalisation. Elle doit s'ouvrir à un écosystème de start-up. Donc, effectivement, c'est un mot qui faisait rire tout le monde il y a 7-8 ans. Maintenant, ça produit des solutions innovantes. Nous, on le fait sur la santé avec Orange et Sanofi et Generali. Donc, cette dynamique-là, elle est vertueuse parce qu'elle permet, comme disait Jacques, de challenger l'Europe sur les financements, sur les scopes, sur les plans d'action. On a on parle à peu près tous le même langage, et donc c'est le début de la belle histoire. Merci. Merci beaucoup. On va tourner les yeux vers le ciel maintenant, Stéphane Israël. Bon, alors là, on vous attend beaucoup parce que quand on parle d'Ariane Espace, on parle aussi beaucoup de vos concurrents du privé. Vous êtes encore dans la course ? En tous les cas, effectivement, pour reprendre deux mots employés juste précédemment, on est effectivement dans une course et dans un combat. Et les deux mots me paraissent tout à fait justes. La première chose que j'aimerais dire, c'est pourquoi l'espace est important et pourquoi effectivement il faut qu'on soit dans cette course. Quand on regarde les grands défis du XXIe siècle, la sécurité, le climat, la connectivité, le rêve. Et le rêve, c'est important pour des sociétés qui sont un peu parfois travaillées par des pulsions négatives. Ça nous permet de regarder un peu au-delà de nous-mêmes. La sécurité, la connectivité, le climat, le rêve, ce sont des choses pour lesquelles l'espace va apporter de plus en plus des solutions. On voyait par exemple qu'il y avait une rencontre entre le commandant de l'espace américain et français récemment, donc c'est important pour la sécurité. La connectivité, il y a une ruée vers les orbites basses. Le climat, on peut organiser et surveiller les variantes climatiques essentielles depuis l'espace. Et le rêve, on sait que Thomas Pesquet est sur la station et que ça nous occupe beaucoup. Donc voilà, on a besoin d'espace, on a besoin d'une politique spatiale. Et effectivement, comment aujourd'hui le paysage évolue. Aux États-Unis, il s'est passé une forme de triple révolution. La mobilisation de l'argent public américain, qui est à peu près 5 fois plus importante que l'argent public européen en matière d'espace, a fait émerger des acteurs dits privés, mais avec des milliards de dollars à la clé. Et donc la NASA, à un moment donné, a décidé non plus de faire elle-même, non plus d'être très interventionniste, mais d'acheter des services, et ça a été le début de l'histoire de SpaceX. Donc, une mutation de l'achat public américain, une rencontre d'un monde qui vivait un peu entre soi, qui était le monde spatial avec les acteurs du digital et du numérique,
et puis la capacité de financement du système américain, de la Silicon Valley. Quand vous agitez ces trois paramètres, effectivement, on a maintenant face à nous un concurrent important, SpaceX, qui fait aussi des voitures. Et ce qui est à l'œuvre aujourd'hui, très au-delà de la fusée réutilisable dont tout le monde parle, c'est en réalité une entreprise de verticalisation. C'est que nous avons face à nous un acteur qui construit des satellites, qui les lance et qui les opère, et qui, à peu près à 500 km au-dessus de vos têtes, envoie toutes les 2 semaines 60 satellites. Il y en a déjà 1560. C'est plus de la moitié des satellites de plus de 50 kg en opération au-dessus de nos têtes. Et donc, effectivement, si l'Europe ne réagit pas très vite, à un moment donné, on peut avoir un acteur qui pourrait se retrouver en situation très, très dominante. Alors, dans ce contexte, pour ne pas être trop long, qu'est-ce que peuvent faire les Européens? D'abord, on est une puissance spatiale, et il ne faut pas non plus tout le temps se dénigrer. On est une grande puissance spatiale. La troisième, derrière, en termes de mobilisation de financement, les États-Unis et la Chine. On a des acteurs extrêmement puissants, aussi bien du côté des satellites, des opérateurs de satellites ou des lanceurs avec Ariane Espace. Mais c'est vrai qu'on doit, nous aussi, prendre un certain nombre d'initiatives pour rester dans la course ou accélérer dans la course. Excusez-moi, faut-il aussi un modèle vertical? Alors, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de 4 ou 5 mobilisations. On a besoin que l'Europe assume qu'elle est européenne. Les Américains sont américains, les Russes sont russes, les Chinois sont russes. Nous, on a besoin d'un véritable... Les Chinois sont chinois, les Russes sont russes et les Américains sont américains. Voilà, excusez-moi. Non, je dis ça parce que la Chine a tendance à prendre la place de la Russie dans la course à l'espace. Donc, excusez-moi pour cette confusion. Donc, on a besoin d'un buy européen et on a besoin donc d'acheter européen. On a besoin de coaliser nos forces autour de nos acteurs. On ne le fait pas suffisamment. On a besoin de grands projets. Alors, avant, ça s'appelait la politique industrielle. Avant, ça s'appelait les grands programmes. Appelons-les les grands projets. Aux États-Unis, il y a du vol habité. Ce sont des milliards qui sont dépensés pour cela. Il n'y en a pas en Europe. Aux États-Unis, il y a ces constellations qui font l'objet de financements privés mais d'achats publics. Et effectivement, le commissaire Breton veut faire émerger une constellation européenne et c'est une très bonne chose. On a besoin de règles. On ne peut pas laisser aux États-Unis le monopole normatif. L'orbite basse, elle peut finir par être saturée. Il y a des enjeux environnementaux, il y a des enjeux de fréquence et on a besoin que l'Europe soit présente dans ce débat. On a besoin de davantage de cohésion, cohésion des acteurs industriels et cohésion des politiques publiques. Et je finirai juste sur la disruption. On a besoin effectivement d'une DARPA européenne. On a besoin que l'écosystème public favorise l'innovation et nous permette d'innover de façon un peu plus libre. Voilà. Merci beaucoup. Ouf personne pour Ericsson, est-ce que vous sentez aussi un énorme besoin du côté... Alors on parle beaucoup de la volonté d'autonomie stratégique, notamment avec la 5G. Est-ce que vous sentez ce besoin de mobilisation commune européenne? Je suis heureux d'être chez vous ce matin. Malheureusement, je ne peux pas être chez vous au lieu. Je vais poursuivre en anglais et je vais vous parler de la 5G et venir aussi à votre question. Donc, la 5G, c'est la 5e génération de technologies mobiles. Et dans cet espace, les sociétés européennes mènent la course à la 5G, mais pas l'Europe. Donc, qu'est-ce qui est nécessaire pour que l'Europe rattrape? La 5G est lancée dans le monde à l'heure actuelle. On a plus de 130 réseaux qui fonctionnent. Mais qu'est-ce qui est nécessaire pour cette 5G? Les principaux marchés de la 5G sont en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, en Australie, en Asie du Sud-Est, en Corée du Sud, en Chine et au Japon en particulier. Alors, l'Europe contribue beaucoup via Ericsson, via Nokia, en apportant des technologies 5G de classe mondiale. Mais l'Europe est un leader technologie et contribue à plus de 80 réseaux sur tous les continents. Donc sur tous les marchés pionniers, par exemple que ce soit en Amérique du Nord ou en Asie de l'Est, Ericsson contribue.
Donc nous sommes une société mondiale qui a une forte base européenne. 60% de notre recherche et développement, des 4 milliards d'euros de recherche, se font en France notamment. Et nous construisons des produits 5G en Europe pour le marché européen. Mais comme je l'ai dit, l'Europe prend du retard dans l'adoption de la 5G par rapport à l'Asie du Sud-Est ou au Moyen-Orient même. Donc, est-ce que c'est sérieux? Oui, c'est sérieux. Pas essentiellement pour Ericsson ou pour Nokia, parce qu'on est présent sur le marché mondial, mais ça compte en revanche pour l'innovation européenne et la compétitivité, parce que la 5G, comme on l'a déjà entendu, sert à connecter les entreprises. Et quand les entreprises se numérisent en Asie du Sud-Est, en Amérique du Nord, elles gagnent en compétitivité par le smart manufacturing. Et ce n'est pas uniquement cette fabrication smart qui est importante, mais c'est aussi l'agriculture, les soins de santé, l'apprentissage, la formation. Il est important d'établir la 5G complète dans l'Union européenne. Ça amènera plus de 50 milliards d'euros d'avantages à l'économie américaine, notamment avec la smart agriculture ou d'autres éléments qui sont extrêmement d'un bon rapport coût-efficacité par rapport à la fibre. Donc pourquoi est-ce que l'Europe est en retard en matière de 5G? Eh bien, c'est l'absence de spectre de fréquences radio pour qu'Orange ou Vodafone puissent mettre leur réseau. Nous avons tardé à ouvrir ces bandes de fréquences de sorte qu'il maintenant le régulateur européen doit libérer ces bandes le plus rapidement possible. Mais la crise du Covid aussi nous a amené ces problèmes. Et une grande partie des fonds doit maintenant être dépensée pour la numérisation afin d'accélérer la 5G, notamment dans les zones rurales, pour l'agriculture et aussi pour des industries telles que les start-up dont on a beaucoup parlé, car la 5G, c'est une plateforme d'innovation sur laquelle les sociétés européennes et en particulier les start-up pourront construire des applications qui auront un succès mondial. Il est important également de rappeler que la transformation digitale et la 5G fonctionnent main dans la main. Ericsson a pu le montrer. On peut réduire l'empreinte de notre empreinte via cette technologie. C'est important pour les mobiles. On est fort dans certains domaines. Les États-Unis, l'Amérique du Nord sont forts dans d'autres. Mais il est important de trouver des moyens de coopérer et notamment lorsqu'on se tourne vers l'avenir, il est important de penser à développer la 6G. Car il y a vraiment un écosystème 6G très fort en Occident qui sera présent dans 10 ans. Je vous remercie. On va prendre, si vous voulez bien, des questions sur le site internet ou dans la salle. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Pardon. Bonjour. Bonjour. Alors, Eugène Berg, enseignant et chercheur aussi. Bon, on a parlé d'argent public. Il y a deux problèmes qu'on ne semble pas avoir abordé. L'un, c'est le levier fiscal. Ça fait tellement longtemps que je dis les gens, ils partent parce qu'on est trop... La fiscalité n'est pas favorable. Et surtout, l'appareil de formation. On sait très bien, par exemple, je disais une étude hier à McKinsey, on va former des millions d'emplois dans les nouvelles technologies, dans le digital, dans l'intelligence. À mon sens, il faut commencer à prendre les jeunes maintenant à 15 ans pour les former. Il faut une génération. Est-ce que vous avez des idées concrètes? Est-ce que vous formez des gens? Regardez, en Allemagne, bon, on peut en discuter, il aurait fallu presque faire une table ronde là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces deux secteurs qui me paraissent fondamentaux, à côté des autres, bien sûr? La fiscalité et la formation. Mais surtout la formation. La formation, Madame Hentoff-Larsen, vous en avez beaucoup parlé, de la formation. Est-ce qu'il y a donc des... quelles sont vos initiatives? Est-ce que vous avez des initiatives, chacun dans vos secteurs, pour former cette nouvelle génération? Qui veut répondre? Allez-y, madame.
I think that this is a great point. Je pense que c'est un point très important, question sur les compétences en Europe. Comme on l'a dit avant, on va avoir besoin des spécialistes d'éthique. Ce n'est pas simplement une question des jeunes qui reçoivent une bonne éducation, mais également c'est pour tout le marché du travail. Et donc, sur le point sur les compétences, c'est beaucoup plus que simplement de créer des technologies en Europe. En fait, c'est une question essentielle sur nos institutions démocratiques, la façon dont les systèmes qu'on préfère. Donc, créer des spécialistes d'éthique, c'est en fait d'assurer un développement démocratique des technologies. Donc, la démocratie est née en Europe. Et donc, si on regarde les compétences en matière d'éthique, c'est une façon de soutenir les pays, soutenir les institutions, la démocratie que nous ne peut pas prendre pour acquis partout en Europe. Est-ce que vous avez aussi une formation, enfin, est-ce que vous avez des initiatives pour former cette nouvelle génération? Monsieur Persson. Est-il là? Alors, on va prendre Monsieur Garcia. Can you not hear me? Ah, le voilà, Okay. Monsieur Persson. Oui, de toute évidence, nous formons notre propre personnel, effectivement, et nous avons presque 40 000 personnes, un personnel de 40 000 personnes très compétents. Mais il y a un manque de compétences en Europe. Il s'agit d'assurer que nous garantissions les compétences pour notre propre population. Ça, c'est une tâche vraiment majeure, et aussi pour le secteur public, mais il faut nous assurer également que l'on a un marché du travail ouvert, parce qu'il nous faut attirer les talents à l'échelle mondiale, comme on le fait à Ericsson. Là où je suis à Stockholm, par exemple, aujourd'hui, nous avons énormément de nationalités qui travaillent sur notre équipe de R&D à Stockholm. Et donc, il faut attirer, il faut faire en sorte que l'Europe soit attractive pour le talent à l'échelle des talents mondiaux. So I will let the fiscal topic to Anne-Marie, mais sur la formation, c'est une question, c'est central, mais c'est vital. Si nous, on est le premier recruteur digital en France, si on n'a pas des usines, pardon pour le mot, à former des jeunes, on va nulle part. Et donc, c'est au cœur de nos processus. Et si je projette un peu, on devient sur ces sujets-là un peu des nouveaux intermédiaires. On prend la place d'organismes de formation. Mais ce qui est sain, c'est que on recrute beaucoup de gens aussi nous quittent après 1 ou 2 ans, considèrent qu'ils ont obtenu une formation grâce à notre entreprise. Donc c'est vital et c'est un investissement énorme de notre part. Et c'est pour ça que dans mon propos liminaire, j'insistais sur ces acteurs européens, ces leaders européens, parce qu'ils sont tous forcés de le faire. Et c'est cette dynamique-là qui aujourd'hui fait que vous avez des milliers de jeunes Européens qui ont, après la fin de leurs études d'ingénieur dans ce cas-là, obtenu des bagages supplémentaires qui leur permettent d'évoluer. Alors après, l'autre sujet, mais ce sera le débat de la soirée, c'est comment on fait pour les garder en France et en Europe. Mais on est aujourd'hui engagé dans une course à la formation avec des investissements qu'on n'a jamais fait dans les années précédentes. Est-ce qu'il faut... Attendez, on va vous donner le micro parce que sinon, monsieur personne ne vous entend pas. Écoutez, dire qu'il faut former, ça fait 50 ans qu'on l'entend. Est-ce que, là, je vous pose une question directe. Les Allemands, j'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu en Russie, je vois comment ça se passe un petit peu. Est-ce que vous êtes pour, non pas créer encore un mammouth supplémentaire, mais de créer au niveau des régions des centres de formation où il y aurait les chambres de commerce et d'industrie, les entreprises et les lycées technologiques régions. Et là, il y aurait à la fois public-privé, quitte à détacher les ingénieurs pendant une période ou à mi-temps, des choses comme ça. Il faut innover, il faut aller vite. Parce que si on ne le fait pas dans les 5 ans, on est foutu. Des régions ou même au niveau européen, monsieur Genebrois? Non, c'est une vraie question. Quand on regarde la grande différence entre le moment où j'ai été formé dans les écoles d'ingénieurs, il y a malheureusement quelques dizaines d'années, et maintenant, c'est l'incroyable développement des pays émergents. Il y a des millions d'ingénieurs qui sont formés, incroyablement bien formés en Chine chaque année. Il y a des millions d'ingénieurs qui sont incroyablement bien formés en Inde. Et nous, on a aussi une usine de soft en Égypte où on s'aperçoit qu'il y a un potentiel d'ingénieurs incroyablement bien formés. Donc cette
guerre ou cette course, là aussi, à la formation, elle est fondamentale. Elle est fondamentale au niveau des entreprises et elle est fondamentale au niveau des formations des États. On ne va pas se substituer à la formation qui est faite aujourd'hui par les grandes écoles, les universités, etc. Donc il faut que les pouvoirs publics comprennent que la formation est un élément essentiel de la compétitivité dans nos pays occidentaux. Mais ce n'est pas encore le cas. Je ne suis pas complètement sûr, parce que quand on regarde l'évolution, alors il se trouve que je suis président de l'école des mines, l'évolution du budget donné à l'école des mines n'est pas à la hauteur des ambitions de formation des grandes écoles. Donc on a un vrai sujet de formation initiale. Les entreprises jouent leur jeu de formation, on dépense énormément d'argent à la formation, et c'est un vecteur de compétitivité qui est absolument fondamental. Monsieur Israël. En tous les cas, nous, dans notre secteur, le marché n'est pas totalement mondialisé parce que comme ce sont des industries très proches de la souveraineté, ce n'est pas évident pour les nationalités de s'exporter et nos industries emploient d'abord des ingénieurs français ou européens pour toute une série de raisons. Moi, de ma fenêtre, j'ai moins le sentiment qu'on ait un problème de ce côté-là. Je pense qu'en tous les cas, les industries aéronautiques et spatiales ont un vivier d'ingénieurs en France et en Europe qui me paraît suffisant. La fiscalité, il y a tous les débats autour... pardon, excusez-moi, je prolonge, mais il y a tout un débat autour du crédit impôt recherche. Je sais que c'est un instrument que les entreprises aiment bien. Mais honnêtement, je pense qu'il y a une chose en Europe sur laquelle on ne se mobilise pas assez, c'est la commande publique. La puissance de feu de l'Amérique, c'est la commande publique. Et une commande publique qui est innervée par la commande publique militaire. Et la fiscalité, ok, c'est un outil très important, mais je peux vous dire que pour beaucoup d'entreprises, qu'elles soient naissantes, petites, moyennes ou grandes, la commande publique est absolument clé pour le succès et pour l'innovation. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Je suis là-bas. Voilà. Oui, bonjour, merci pour vos interventions. J'ai une question par rapport, peut-être pour faire la différence entre ce qui se passe sur Terre avec l'automobile et ce qui se passe dans l'air avec les fusées. Dans l'industrie, on a des temps très très longs entre les injonctions politiques et les réalisations concrètes. Est-ce qu'on reste bien dans la course aujourd'hui, on va dire en Europe en tout cas, pour tout ce qui est le développement de la mobilité, voitures autonomes, etc. Mais est-ce qu'on n'a pas déjà perdu la course en fait pour les fusées, etc. quand on regarde notamment par rapport à ce qui se passe aux US? C'est-à-dire par rapport à la forme, le fait qu'on privés, soit 27 et qu'on doive décider... Voilà, par rapport aux montants qui sont investis en R&D, par rapport à la commande publique du budget de la défense américain qui est Est-ce qu'on n'est pas trop lourd dans nos décisions? Stratosphérique par rapport voilà, à la est-ce qu'on n'est défense. pas trop lourd dans nos décisions? Merci. On a effectivement en Europe beaucoup d'acteurs à aligner pour avancer, et ça c'est une difficulté que nous avons. Donc effectivement, les décisions prennent plus de temps qu'aux États-Unis. C'est une vraie difficulté. Maintenant, oui, on est toujours dans la course parce qu'on a de très bons produits. Et s'agissant des fusées, on sait très bien ce qu'il faut faire pour le succès d'Ariane 6 et on y travaille. Il faut créer les mêmes conditions de soutien à nos lanceurs que celles dont bénéficient les acteurs américains. Et c'est tout à fait possible. Si on fait cela, on sera tout à fait compétitif sur le marché. Et on pourra continuer de remporter des contrats importants pour déployer des constellations. Donc oui, on est dans la course, mais oui, il faut accélérer les temps de décision dans un écosystème européen qui est complexe. Monsieur Aschenbroich, puis après on prendra Monsieur Persson pour terminer. Dans l'automobile, vous l'avez dit, on est complètement dans la course, à la fois au niveau des constructeurs automobiles européens et au niveau des équipementiers. Il y a parmi les plus grands constructeurs équipementiers basés en Europe et qui, évidemment, sont dans chacun des marchés internationaux. Il faut savoir que toute cette évolution s'est faite pratiquement sans argent public. Ça a été autofinancé par les entreprises. Alors, il se trouve que c'est quelquefois, dans d'autres pays, en particulier en Chine, il y a énormément d'argent public, mais l'Europe s'est développée sans argent public, avec des normes d'environnement qui sont incroyablement exigeantes et qui font que l'ensemble de l'industrie est en train de basculer à une vitesse inouïe. Monsieur Persson?
Oui, nous sommes dans un secteur, évidemment, où la plupart de la recherche et du développement vient des entreprises elles-mêmes. Nous recevons en Europe très peu de soutien lorsqu'il s'agit des financements en R&D, mais il y a un rôle clé pour les États et pour la Commission européenne, par exemple, de financer la recherche pré-concurrentielle. Et bon, on est très on a rencontré beaucoup de succès sur la 3G, 4G, 5G. Il faut qu'on garde un leadership et nous assurer cela pour les prochaines générations. Évidemment, il nous faut également avoir une bonne coopération avec les universités, s'assurer que nous ayons des universités de haut niveau, très concurrentielles. Et comme vous le savez, les États-Unis est vraiment leader lorsqu'il s'agit des universités de premier plan. Et donc, c'est également un domaine que nous devons renforcer. Il y a un conférence de table ronde consacrée à la technologie aujourd'hui. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez rester avec nous. Monsieur Fontanier, est-ce que vous pouvez conclure un petit peu les propos de nos intervenants? Oui, alors beaucoup de choses ont été dites. Je pense que si on veut d'abord répondre à la question qui nous a été posée, l'Europe est-elle toujours dans la course technologique? Ce que j'ai entendu, si oui, au fond, sauf qu'on ne court pas devant, quoi. Oui, il n'y a pas eu d'enthousiasme. Et on ne court pas devant, et on a de très bons coureurs, mais ils ont des cailloux dans les poches. Donc c'est en gros ce qu'on a entendu. Donc c'est ça qu'il va falloir traiter. Plus fondamentalement, je pense que les points saillants de ce panel, c'est l'idée qu'il faut vraiment réfléchir à la technologie en s'intéressant aux usages, c'est-à-dire au marché, et bien avoir en tête que la technologie, c'est aussi aujourd'hui beaucoup de géopolitique, ça a été dit par rapport à l'espace, mais dans d'autres domaines aussi, ce qui veut dire que beaucoup de ces marchés sont aussi des marchés publics, et donc il y a une vraie dimension à prendre en compte au niveau européen. Il y a des outils dont nous ne sommes pas encore dotés, ou pas complètement. On a parlé à plusieurs reprises d'un Buy European Act, on a parlé de la DARPA américaine, on a parlé des commandes publiques aux États-Unis, mais aussi ailleurs, qui sont un moyen de financement tout à fait considérable et indirect de certaines technologies. Et donc c'est en prenant en compte tous ces éléments, au fond, et en s'interrogeant sur pourquoi ne garde-t-on pas les start-up, puisqu'on nous a dit qu'on avait créé un tiers des start-up, enfin l'équivalent d'un tiers des start-up créées dans une année aux États-Unis, mais on ne les garde pas, elles s'en vont. Donc c'est tous ces cailloux dans nos poches ou dans les poches de nos meilleurs coureurs, puisque nous en avons, qu'il va falloir enlever si on veut continuer à être compétitif dans cette course. Voilà, merci à tous. Voilà, et les meilleurs coureurs, vous en aviez un beau panel aujourd'hui sur cette estrade et en visio. On vous remercie beaucoup.